Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Il est 12h33. Nous sommes jeudi 4 avril. L'année continue à avancer et les élections aussi, les élections européennes aussi vont avancer puisqu'on va recevoir dans un instant Monsieur Olivier Nicolas. Bonjour. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va recevoir un peu plus tard Caroline Alix, Olivier Viclin, qui est directeur de la maison d'arrêt de Basse-Terre, Nathaël Rambert, qui est directrice du SPIP de la Guadeloupe, et puis on va terminer avec Sandy Kelly et Kevin Kofiak, qui est un caviste, et Sandy, c'est notre chroniqueuse du jeudi. Sinon, l'actualité, elle est toujours autour de, non pas de Cédric Cornet, puisqu'il n'est plus là, mais de la CARL, le nouveau président est élu depuis hier. On va l'entendre, l'inauguration aussi de la City Stade de Sainte-Rose avec Vianney Valverde. On verra bien Richarlison qui tape un pénalty en Bafsi qui est raté. On verra ça tout à l'heure. Signature de la Convention pour l'habitat entre le département et la SIG. Olivier Félix était sur place, on va en dire deux mots. Et puis, c'était hier la conférence de presse du Grand Prix cycliste départemental. Cette année, ça a l'air de s'apaiser un petit peu entre le conseil départemental et le comité cycliste. Probablement, les choses rentrent en place. On va entendre M. Dulac. Voilà un peu le sommaire. On va commencer tout de suite avec, je vous l'ai dit, on va prendre d'abord la CARL, puisque Olivier Nicolas va réagir là-dessus. On va prendre le premier sujet sur la CARL. Le nouveau président, il est des îles du Sud. On écoute. Loïc Tonton. Malheureusement, le décès survenu de M. Cédric Cornet, c'est beaucoup d'émotions. C'est des choses, je dirais même, qui sont regrettables, puisque j'aurais préféré que nous restions comme nous étions, unis, avec notre président de l'autre côté. Maintenant, la vie en a décidé autrement. Nous devons nous montrer responsables, continuer à être responsables. Et là, surtout, je l'ai dit tout à l'heure en fin de séance, faire en sorte que tous les projets de la CARL puissent avancer, puissent continuer. Les élus l'ont compris, ça a été mon message, un message d'unité, de paix, de calme, mais surtout un message de pérennisation. Je l'ai dit avec force, Cédric Cornet, c'était nous. Nous aussi, nous étions Cédric Cornet, et c'était l'équipe Cédric Cornet, nous étions derrière lui. Maintenant, nous sommes là et nous continuerons le travail commencé, puisque je rappelle que c'est bien évidemment Cédric qui était en avant, mais c'était aussi notre équipe. Nous étions là. Donc nous avons ce devoir et cette responsabilité d'aller le plus loin possible pour lui, mais le plus loin possible pour l'engagement que nous avons pris par rapport à notre population et faire en sorte que les choses avancent le mieux possible. Alors on peut quand même noter qu'il y a deux EPCI qui sont entre les mains de deux Iliens du Sud, Maryse Edzol à Maragalante pour le CMG, et puis M. Loïc Tonton. C'est une bonne chose pour ces territoires qu'on dit un petit peu oubliés. Finalement, ils ne sont pas si oubliés que ça. Alors, on doit noter quand même que Mme Liliane Montout, le nouveau maire, n'est pas, ce qui est assez curieux, n'est pas sur la liste, elle n'est pas du tout aux côtés du nouveau président, parce que le premier vice-président, c'est le maire de Sainte-Anne. Alors, petite réaction là-dessus, Olivier Nicolas. Écoutez, la démocratie a joué à la CARL comme à Gosier. Félicitations à Loïc Tonton, qui a su rassembler. Il avait peut-être le profil le plus rassembleur dans cette élection. Bravo à Jocelyne Viroland, qui a été défendre quand même une vision, une idée. Donc voilà, mais c'est la démocratie. Et quelque part, c'est l'arithmétique propre au rapport de force interne de la communauté d'agglomération qui a joué. Il n'y a pas de surprise, en réalité. Mais ça, vous pensez que ça soit un petit peu plus apaisé quand même ? Il faut le souhaiter. Il y a des choses qui se sont passées le soir de l'élection à Gosier qui ne sont pas admissibles dans une arène démocratique, même si on peut être dans le débat un peu vif. Il y a des accès de violence qui ne sont pas admissibles, qu'il faut condamner. Mais oui, quand ça se passe dans l'apaisement, c'est mieux. Et si derrière, la CARL repart sur un mode de fonctionnement un peu plus inclusif pour l'ensemble de ces communes et des différentes sensibilités politiques, c'est une bonne chose. Mais comme vous le notez, la maire de Gosier n'y est pas. Comme la maire de Sainte-Anne. Du Gosier, pardon. Non, mais par contre, en 2020, si vous vous souvenez, c'est la majorité de Sainte-Anne qui avait été exclue. Tout à fait. Donc, voilà, il faut souhaiter qu'on ne reparte pas sur des mêmes bases ou dans le même état d'esprit. Oui. Et on a besoin, effectivement, un peu de sérénité dans ces communautés d'agglomération qui,
à l'exception de Cap Excellence, sont plutôt toutes à chercher à la fois une place, à la fois une solidité financière et surtout être performantes sur leurs compétences. Voilà, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'expliquer que les communautés d'agglomération dans notre territoire ont parfois du mal à exercer leurs compétences, à telle enseigne que chacun notera qu'elles les transfèrent le plus souvent à d'autres structures. Elles devaient s'occuper d'eau au moment de leur création, on a tout transféré au SMGAG. Elles devaient s'occuper de déchets, il y a le CIVAD, il y a Sinoval. Elles devaient s'occuper de transport, on annonce bientôt une agence régionale de transport. Non, il y a un vrai sujet sur l'intercommunalité. Souvent, on veut présenter ça en termes de personnes. C'est pas le sujet de savoir qui dirige ou qui préside. En réalité, c'est qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, est-ce qu'elles ont les moyens d'agir? C'est une vraie question. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il y en a trop? Je dirais pas ça comme ça, parce que en réalité, si vous réduisez le nombre d'agglomérations, quelque part, vous renforcez le poids de chacune. On imagine d'avoir l'agglomération de Basse-Terre, l'agglomération de Grande-Terre. Si on a 2 grosses agglomérations, vous imaginez que tout de suite, ça peut ressembler à 2 conseils régionaux. N'exagérons rien, mais non, si on est sérieux, il faut réfléchir si l'idée, c'est de faire 2 grosses collectivités supplémentaires, alors qu'on est plutôt en train de réfléchir à comment on rend l'action publique plus lisible. Non, moi, je m'interroge sur la pertinence de maintenir autant d'échelles. Je tranche pas le débat parce qu'à mon sens, il faudrait que nous l'ayons entre les partis politiques. En juin, on va en parler. Bien sûr, mais on en parle déjà, puisque nous participons à la commission ad hoc qui aujourd'hui auditionne depuis plusieurs semaines les partis politiques. On n'est pas encore arrivé à ce degré de débat, mais il y a une vraie question sur qui fait quoi dans le pays. Les citoyens n'y comprennent rien le plus souvent. Les citoyens ne comprennent pas pourquoi le maire n'a plus certains pouvoirs. Voilà, c'est surtout ça. Et ça introduit cette idée que les élus se renvoient la balle. Chaque fois, ils ont une bonne raison de dire c'est pas moi, voilà. Et c'est pas nécessairement de leur faute. C'est une réalité. Et il faudrait arriver à un système où on clarifie, en tout cas. Autant d'échelons, c'est peut-être trop, mais surtout autant d'échelons qui font presque tous un peu la même chose. Ça, c'est problématique. Parce que quand on voit un peu, vous êtes comme moi du sud de Basse-Terre, la CSBT de Basse-Terre, c'est pas encore le top. Non, mais c'est pas le top. On sait pourquoi. C'est une CSBT devenue CAGSC qui a été très mal gérée, où la préoccupation n'était clairement pas l'intérêt général, mais plutôt la défense d'un clan politique. Il faut dire les choses clairement. Et donc aujourd'hui, oui, ceux qui habitent le sud de Basse-Terre se demandent vraiment à quoi peut bien servir une communauté d'agglo. Je jette pas la pierre à Thierry Abelli qui aujourd'hui essaie de faire de son mieux pour redresser les choses, mais ça part de loin premièrement, et puis encore une fois avec une vraie difficulté à comprendre les frontières des responsabilités des uns et des autres. Et puis il y a encore des petits bisbilles politiques qui continuent à jouer, et c'est pour ça qu'encore une fois, si j'avais une idée, encore une fois à titre personnel, parce que je n'engage pas mon parti en disant ça, mais c'est plus mon expérience, bientôt 20 ans, dans les collectivités, qui me laisse penser que les communautés d'agglo, finalement, c'était peut-être en trop. On n'aurait pas dû copier le modèle national, une fois n'est pas coutume, et on aurait plutôt dû réfléchir à des intercommunalités de projets, parce que à force d'avoir voulu mettre les choses, la carte elle-même de l'intercommunalité a été décidée pour des raisons très politiques, un peu trop politiques, et donc encore une fois, on a créé ces agglos qui n'ont pas joué leur rôle de mutualisation des moyens, et Cap Excellence est peut-être le contre-exemple, parce qu'ils ont réussi à vraiment démontrer une capacité d'organisation déjà, mais qui est tellement devant toutes les autres que quelque part on peut s'interroger sur l'inégalité que ça génère, le déséquilibre du territoire. Cap Excellence a déjà tout à la base, avant que Cap Excellence existe. Cap Excellence avait l'aéroport, avait le port, avait la principale zone commerciale, la principale zone industrielle. Ça n'a fait que renforcer cette situation. Et ça peut être à la source de grands désordres environnementaux, écologiques, et puis tout simplement de qualité de vie sur notre archipel,
avec les ailes du papillon qui se meurent quand l'hypercentre se développe beaucoup. C'est un vrai débat qu'on n'a jamais, malheureusement, à l'échelle du pays. Ça viendra. Olivier Nicolas, vous êtes le premier secrétaire de la Fédération depuis 2 ans déjà, hein? Ça va faire 2 ans et demi. 2 ans. Quel est le premier bilan 10 ans après? La première année était un peu tronquée parce qu'on était dans les affres de la fin du Covid, avec une difficulté à réunir les camarades. Donc on a fait comme beaucoup de partis politiques, on s'est réorganisé mais sans pouvoir se voir. Et puis après, j'ai tendance à dire que le calendrier électoral nous a un peu compliqué la tâche parce que dès qu'on est sorti du Covid, on a une présidentielle, des législatives. Mais le premier bilan, c'est que le Parti socialiste existe. Oui, il fonctionne. Il fonctionne. Oui, il y a des militants. Il a des militants. Oui. Il a 2 députés sur 4 quand même qui sont dans des groupes socialistes, même s'ils ne sont pas des socialistes encartés, ce sont des apparentés. Et un sénateur. Un sénateur. Oui. Et c'est peut-être un des partis qu'on entend le plus aujourd'hui par ma voix, mais aussi par la voix de nos élus, de nos maires qui font un super travail, un travail fabuleux de redressement à Vieux-Habitants, à Baïf, à Basse-Terre. Ce sont 3 communes qui étaient sinistrées et pour lesquelles on a globalement des signaux de redressement qui sont très encourageants. Donc le Parti socialiste est là et bien là. Il porte des idées, notamment sur l'évolution institutionnelle et statutaire. On a revu notre logiciel sur la question. On ne passe plus aujourd'hui pour de dangereux réactionnaires, malgré ce que vous pouvez écrire parfois sous une plume un peu acerbe. Non, mais en réalité, le Parti socialiste est là et bien là. Il est reconnu comme étant une force d'opposition oui. Lorsqu'il doit l'être. Et parfois, ça dérange d'ailleurs. Mais on fait notre travail. Ça veut dire qu'au prochain congrès, avant de passer aux élections européennes, au prochain congrès, vous aurez une situation, une position particulière sur l'avenir institutionnel? Bien sûr, nous allons défendre les options que nous avons déjà défendues au congrès de 2019, qui, je le rappelle, avait été organisé par les socialistes. Oui, oui. On fait comme si ce congrès n'a pas existé, mais en réalité, c'est lui qui a posé les bases d'une réflexion sur la révision constitutionnelle et sur la nécessité de sortir du statu quo, premièrement. C'est nous qui portions ça, et surtout qui essayons de le porter d'une manière différente. 2003 a été un échec, et souvent, on ne fait pas l'analyse de cet échec. Oui. On pense que c'est le oui le oui qui a perdu, pardon. Oui. Le non a gagné, mais parfois on se demande. C'est vrai, c'est quand même vrai, c'est le non qui a gagné. Non, mais je le sais. Il y a une campagne pour le non aussi, il faut le dire. Bien aussi, sûr, mais il faut toujours s'interroger. C'est oui. le non gagne, oui. le oui perd. Il faut que le oui s'interroge sur pourquoi on a perdu, pourquoi il a perdu, pourquoi cette réforme qui était globalement pas ce qu'on croyait être. Il faut quand même rappeler les choses. 2003 n'est pas la continuité de la déclaration de Basse-Terre. 2003, c'est une rationalisation administrative. On propose une simple assemblée unique. Oui. On ne propose pas de nouvelles compétences. On ne propose pas une forme d'autonomie. C'était quand même une avancée, ça aurait pu être une avancée, Olivier, il faut le dire. C'est une avancée pour ceux qui pensent que notre problème est de rationaliser l'administratif. La logique, c'est qu'aujourd'hui, si demain on faisait la fusion de la région et du département, ça ne changerait strictement rien pour nos compatriotes. Ça ne changerait strictement rien dans l'exercice des politiques publiques. Aujourd'hui, la loi Notré, elle a clarifié un peu les choses entre la région et le département. Si on ne touche à rien par ailleurs, ce que je veux dire, c'est que si on ne touche pas aux compétences des collectivités, des communautés d'agglomération, si on ne touche pas à la répartition des compétences entre l'État, l'échelon étatique et l'échelon local, on aura juste créer une grosse collectivité de plus de 3000 agents. Oui. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui que... Il n'y aura pas 3000 agents, non, il n'y aura pas 3000 agents. Pourquoi ? Si on additionne les deux... Mais non, il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite au Conseil général, même moins à la région. Écoutez, il faut juste il faut regarder ce qui s'est passé en Martinique et en Guyane. Oui, on n'est pas la Martinique. Écoutez, on peut imaginer qu'on n'est pas comme eux. En tout cas, chaque fois qu'on a fait des fusions de régions et de départements, on n'a pas retrouvé les économies d'échelle qu'on avait promis. Et même les grandes régions qu'on a fait dans l'Hexagone, en pensant que ça allait générer des économies d'échelle, c'est une réforme que les socialistes ont portée. Du reste, ça n'a pas été au rendez-vous. Donc, il ne faut pas imaginer que changer les institutions est une fin en soi. Non. Il faut savoir exactement quelles compétences on veut exercer, quels problèmes on veut régler. La collectivité unique demain ne réglera pas le problème du chômage en Guadeloupe. La collectivité unique demain ne réglera pas la problématique des services publics défaillants du pays. Même pas de l'eau. Mais non, des services publics défaillants du pays. Donc, encore une fois, ne rentrons pas dans un nouveau débat institutionnel qui sera stérile s'il ne sert pas quelque part une autre manière de gérer les fonds publics, une autre manière d'exercer les politiques publiques. C'est ça notre credo aujourd'hui. Il faut sans doute une vraie réforme
de nos institutions. Il faut sans doute évoluer dans nos rapports avec la République. Ça, il faut le dire très clairement. On doit mieux... revoir la Constitution française. Voilà, c'est ça que nous défendons. Créer les conditions pour que demain, un vrai projet de gouvernance du territoire, avec à la fois l'organisation institutionnelle, les compétences que nous souhaitons exercer en propre localement et quelque part les rapports que nous avons avec la République, il faut que tout ça soit désormais consigné dans une loi organique et ça doit être l'émanation d'un projet des forces politiques du pays qui sera, lui, soumis à la population. Alors justement, j'allais poser la question parce que semble-t-il, M. Losbardi, c'est un congrès qui va être décisionnel, conclusif, etc. Et semble-t-il, alors je mets un petit mot entre guillemets dans le semble-t-il, il voudrait que le changement se fasse sans élection, sans consultation populaire. Vous êtes pour ou contre ça? Je ne l'ai jamais entendu dire ça, personnellement. Ça ressemble à une... voilà. Moi, je discute régulièrement... C'est pas une fake news, hein, c'est pas une fake news. Je discute régulièrement avec les autres forces politiques au sein de la commission ad hoc depuis plus d'un mois. Nous nous réunissons régulièrement. Nous jouons ce jeu-là, au-delà de nos différences politiques. Oui. Je ne l'ai jamais entendu dire ça. Oui. S'il défendait ça, clairement, nous ne serions pas favorables à une solution qui se passerait de l'avis de la population. En revanche, ce que nous disons, c'est que on ne doit pas avoir comme objectif, comme obsession, de faire en 2024 ce qu'on n'a pas réussi à faire en 2003. Ce serait un échec de la même manière parce qu'on ferait d'une collectivité unique la solution à tous les problèmes. La population a besoin de pédagogie. La population a besoin de comprendre où est-ce qu'on l'emmène. Aujourd'hui, le premier sujet, c'est qu'il y a une absence de leadership. Personne ne dit très clairement ce qu'il veut pour le pays. Le jour où on aura au contraire une ligne qui sera tracée pour se positionner pour ou contre, c'est ça la démocratie. Oui. Mais une fois qu'on a cette ligne qui est tracée, on peut emmener du monde, on peut tracer un chemin. Aujourd'hui, ce qui manque dans la politique guadeloupéenne, c'est clairement des gens qui vous disent voilà où je veux aller. Aujourd'hui, on en est réduit à se dire je vais exercer mes compétences comme je peux, et chaque fois que ça marche pas, dire ah ben c'est pas de ma faute, c'est l'État, c'est pas de ma faute, c'est la Chambre régionale des comptes, c'est pas de ma faute, c'est les groupes de pression. À un moment donné, il faut qu'on sorte de ça, qu'on devienne qu'on assume d'être un peuple adulte et qu'on ait à la tête du pays des dirigeants qui nous disent très clairement voilà nos options, voilà, on prend notre risque d'être désavoué ou d'être suivi, mais en tout cas on joue notre rôle de leader politique et on emmène la population vers un objectif clair. Et c'est ce qui est dit dans les commissions ad hoc? Non, aujourd'hui on est plus à confronter des options que tout le monde connaît depuis fort longtemps. Nous animons un peu le débat parce qu'on a évolué sur un certain nombre de sujets et surtout on essaye d'emmener les autres forces politiques à comprendre que on peut tracer un idéal, mais nous sommes aujourd'hui dans la Constitution française, qu'on le veuille ou pas. Et on a face à nous un État avec lequel il faut qu'on discute. Et en général, discuter avec le gouvernement sur les questions de compétences, les questions de dotation financière, vous savez, moi je compare ça à jouer au poker avec quelqu'un qui voit votre jeu et vous ne voyez pas le sien. Eh bien, pour le coup, le jour où on comprend ça, eh bien, on comprend qu'il faut un projet ficelé. Regardez comment on fait les Corses. Les Corses ont leur choix, leurs options. Il ne s'agit pas de les copier. En revanche, ils ont réussi à faire un consensus politique. Eux, ils peuvent dire que sur les 3 dernières élections territoriales, les autonomistes et les nationalistes ont fait plus de 50% des voix. Et ces partis politiques sont allés aux élections avec des options claires. Chez nous, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il a un mandat pour changer les institutions. Personne n'est allé aux élections, ni en 2020, ni en 2021, même au nom d'un passé ou d'orientation politique particulière. Personne ne peut dire j'ai ce mandat-là de la population. Donc la démocratie, c'est aussi ça, c'est de dire voilà mon option, suivez-moi ou ne me suivez pas. Le problème de notre politique aujourd'hui, c'est probablement qu'on veut tellement plaire à tout le monde qu'on ne cherche à ne déplaire à plus personne. Voilà. Olivier Nicolas, le 7 avril, c'est-à-dire dimanche prochain, à Simao, vous avez lancé la campagne pour les élections européennes. Est-ce que les élections européennes intéressent vraiment les Guadeloupéens? C'est un paradoxe que l'Europe soit aussi présente dans notre vie, à tous les niveaux. Elle finance énormément de choses. Plus que jamais, j'ai tendance à dire, depuis que le Fonds européen REACT-EU a déversé tous ces millions sur le pays, qui ont permis d'acheter des scanners, qui ont permis de faire... Même des fonds qui sont repartis, d'ailleurs. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'énormément de fonds repartent. Là, on peut questionner les choix qui sont faits sur la manière dont ils sont ciblés. En revanche, oui, l'Europe est hyper présente dans la vie des Guadeloupéens.
Guadeloupéens, il faudrait qu'on s'en préoccupe davantage. Notre campagne va consister à essayer de faire un peu de pédagogie, mais surtout à expliquer que l'Europe, elle peut être positive à condition pour le territoire, parce qu'elle apporte un certain nombre de mesures, de fonds, et puis surtout, elle peut protéger. Mais pour ça, c'est pour ça que notre campagne s'intitule « Réveiller l'Europe », il faut que l'Europe sorte de son sommeil ultralibéral. Il faut qu'elle sorte de cette manière de fonctionner un peu technocratique et qui surtout ne cherche pas à protéger les droits. Nous voulons une Europe des droits sur les revenus, sur l'accès aux soins, sur l'accès aux services publics. Nous voulons aujourd'hui que l'Europe joue pleinement un rôle on va dire, d'action sociale. L'Europe sociale a toujours été le parent pauvre depuis 40 ans qu'elle existe, que l'Union européenne s'est structurée de cette manière-là. Il faut que l'Europe sociale devienne une priorité. Et il faut aussi, et c'est pour ça que nous allons nous battre, que le rapport de force politique change. Aujourd'hui, c'est la droite et le centre macroniste qui l'incarne, qui dirige pour l'essentiel l'Europe. Il faudrait un coup de barre à gauche. Il faut profiter de cette élection pour dire que ce coup de barre à droite qui démantèle les acquis sociaux, nous sommes contre. Mais il y a quand même un petit problème, c'est qu'un Guadeloupéen, il est Guadeloupéen, il est français aussi, on le dit français. Il est plus européen que caribéen, finalement? Non, il ne faut pas opposer les choses. Moi, j'ai toujours dit, et depuis que j'ai l'âge d'avoir une réflexion politique, j'essaie d'être à l'aise dans ma triple identité. Je suis guadeloupéen, afrodescendant, quoi qu'on en dise, malgré le fait que ça puisse choquer. Mon grand-père est un afrodescendant. Oui, on le sait, Olivier. Donc c'est comme ça, on le sait, mais je vois encore des gens sur les réseaux s'acharner sur la couleur de ma peau. Olivier blanc. Donc, j'attends de ça, mais bon, c'est pas probablement moi. Non, moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut essayer d'être à l'aise avec cet héritage historique. Nous sommes caribéens, nous sommes guadeloupéens, caribéens, nous sommes français et nous sommes européens. Tant que le droit à l'autodétermination n'a pas tranché le fait soit de le rester, soit de vouloir autre chose, moi je suis un pragmatique, je travaille sur la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui, c'est qu'on a ces trois leviers aujourd'hui culturels. On peut être contre, mais encore une fois, sachons nous saisir de cette opportunité-là. Nous faisons partie d'un grand ensemble. Mais oui, mais ça nous fait perdre quand même notre identité, parce qu'avoir une triple identité, c'est même pas de la schizophrénie, c'est de la schizophrénie. Mais même si l'Europe n'était pas dedans, je pense que nous avons tous des identités mêlées, Danick. La Guadeloupe, c'est pas faite sur un seul socle. Et donc, on doit gérer ça. C'est chiant peut-être, un cas dit ça comme ça, mais il faut qu'on vive, il faut qu'on arrive à vivre ça, il faut qu'on arrive à régler ça. Nous sommes une société métissée. Dans ma famille, c'est l'arc-en-ciel. Il y a des gens aussi noirs que je suis blanc dans ma famille, et je vis ça très bien. Et le bon Dieu a fait en plus que je sois daltonien, donc je ne vois pas les couleurs. Donc je trouve que c'est une bonne manière de résumer ça. Tu vois les couleurs du drapeau de la Guadeloupe quand même? Oui, je les vois très bien. J'ai un petit problème sur le rouge et le vert. En bon daltonien, c'est un de mes problèmes. Mais je vois très bien les couleurs du drapeau. Non, plus sérieusement, l'Europe... on ne peut pas accepter les fonds qui refont nos écoles, qui règlent tant de problèmes, qui permettent à nos élus d'agir quand l'État est parfois défaillant, quand eux-mêmes sont parfois défaillants parce qu'ils ont manque de moyens dans leur collectivité, et faire comme si à pas habiter en nous. Cette élection-là, elle doit mobiliser nos compatriotes. Et j'ajoute une chose, doit les mobiliser parce qu'il y a des gens qui font campagne sur l'Europe et qui font campagne contre l'Europe, et qui seront dans cette élection. Je parle de l'extrême droite. Moi, je m'engage aussi pour que l'Europe ne soit pas le bouc émissaire de toute une série de mauvaises idées xénophobes, racistes, qui seront défendues dans cette élection. Donc, il faut que cette élection soit au cœur du débat public dans les 2 mois qui viennent, parce que l'Europe est au cœur de nos vies. Mais on verra ça. Alors, de toute façon, c'est le 7 avril, et puis après, le tour de la Guadeloupe, c'est ça? Oui, j'irai partout les élus, qu'ils soient socialistes ou proches des socialistes et des autres, parce que j'appelle tout le monde. Il n'y aura pas beaucoup de Guadeloupéens dans cette élection. Moi, je suis 19e sur la liste de Raphaël Glucksmann. Il y aura peut-être un Guadeloupéen sur la liste du Rassemblement national. Il ne faut pas laisser cette élection... élu, d'ailleurs. De toute façon, vu le score que le Rassemblement national peut faire, il peut être 25e et être élu. Lui, il n'a pas besoin qu'on vote pour lui pour qu'il soit élu. Moi, j'ai besoin qu'on vote pour moi pour avoir une chance de défendre une Europe qui agit, pas une Europe qui est contre tout ce qui se passe, pas une Europe qui vote tout ce qui est mauvais pour le pays. Moi, je suis désolé, mais quand vous regardez le bilan de Jordan Bardella,
qui est candidat sortant, eurodéputé sortant. Jordan Bardella, on l'appelle Jordan Patrella, parce qu'il est quasiment jamais au Parlement européen, ou en tout cas, il ne travaille pas au Parlement européen. Les votes qu'il a enregistrés depuis 2019 n'ont pas été très positifs pour le pays. Ça a valu d'ailleurs à une journaliste de se faire écarter, de lui rappeler ces vérités-là. Eh bien écoutez, moi je serai là dans cette campagne pour dire que le Rassemblement national ne porte rien pour notre territoire au niveau du Parlement européen, ni au niveau national. Merci Olivier Nicolas, président de la Fédération socialiste. Premier secrétaire. Premier secrétaire, il n'y a pas encore de président. Non, il n'y a pas de président. Et rendez-vous donc sur la plage Simaro, c'est dimanche à 11h. Merci d'être venu. Et j'invite vraiment tout le monde à venir. Ça sera un bon moment de partage, de convivialité. On va déjeuner sur place, sur une belle plage, une des plus belles plages de la Guadeloupe. Oui. Et on va discuter Europe, on va parler du pays aussi, parce que à pas rien qui est l'Europe qui a intéressé nous. Oui. Et on sera tous là pour justement créer un beau mouvement pour que le 8 juin, on réveille tous ensemble l'Europe. C'est parti. Merci Olivier. Il est 12h58. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités et on parlera d'autres choses puisqu'on a Madame Caroline Alix qui est avocate et criminologue et on va recevoir Olivier Viclin et Nathalie Rambert tout de suite. Retour sur le plateau du ZCL News, je l'ai dit aujourd'hui avec Caroline Alix, qui est notre avocate criminologue. On va recevoir deux personnalités. D'abord, Madame Nathalie Rambert, bonjour. Bonjour. Deuxième fois qu'elle vient, directrice du SPIP. Et Monsieur Olivier Viclin, directeur de la maison d'arrêt de Basse-Terre, qui aura des bonnes nouvelles à donner, puisque la maison d'arrêt de Basse-Terre est en construction. Bonjour à tous, c'est vrai. On est sur un projet de reconstruction à Basse-Terre. Bien, on revient rapidement à l'actualité. Tout à l'heure, on a parlé de nouveau président de la CARL. Et cette fois-ci, on va voir la signature de la convention pour l'habitat entre le département et la SIG. C'était hier, Olivier Félix était sur place. Donc, aujourd'hui, le problème du logement pour beaucoup de Guadeloupéens se pose, comme il se pose un peu partout, en France aussi. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette convention de l'habitat entre le département et la SIG. Reportage Olivier Félix, on regarde. Je trouve que cette convention, par les deux mots-clés qu'elle incarne, c'est-à-dire adapter et accompagner, illustre bien la réponse qu'on souhaite apporter, gérer la SIG, CDC Habitat avec le département, aux problématiques de l'habitat sur le territoire. Nous voulons atteindre plusieurs objectifs. Premièrement, favoriser que les Guadeloupéens soient convenablement logés. Puisqu'aujourd'hui, c'est 15 000 personnes qui ne trouvent pas donc, de logement par rapport à leur volonté. Ce que nous voulons aussi, c'est l'accession à la propriété. Vous l'avez entendu, il y a des logements qui sont en location et qui pourraient devenir, où les locataires pourraient devenir des propriétaires. Et au niveau du département, on va mettre en place un dispositif pour pouvoir l'accompagner. Ce que nous voulons aussi, à travers cette convention, c'est de répondre aux enjeux démographiques. Parce que les logements ne sont pas toujours adaptés aux jeunes, voire les étudiants. Et en même temps, nous connaissons un vieillissement de la population, les logements ne sont pas toujours adaptés. Donc ce qu'on veut, c'est dans le cadre de la réhabilitation, dans le cadre des constructions, que nous puissions répondre à ces deux objectifs. Nous avons simplement pris le temps de pouvoir trouver donc, les 5 axes prioritaires sur lesquels donc, nous voulons donc, initier cette première convention et qui bien évidemment va évoluer donc, au fil du temps, parce qu'à chaque fois que nous aurons donc, passé un cap, bien entendu, nous reviendrons donc, pour pouvoir faire le bilan et continuer donc à améliorer donc ce dispositif pour que nous puissions répondre à l'ensemble des attentes donc des locataires dans le cadre de ce bien vivre et de ce bien vieillir chez soi et de cette volonté d'une stratégie de logement qui soit proche mais surtout qui réponde aux attentes des Guadeloupéens sur l'ensemble du territoire. Nous, ce qu'on veut, c'est ne plus avoir des locataires d'un bailleur mais des habitants d'un quartier. Donc l'enjeu, c'est de créer avec le monde associatif, à travers la dynamique sociale, à travers l'action sociale de proximité, les conditions pour que les gens se parlent, les gens construisent des choses ensemble et qu'on soit en support de cela avec le département. L'enjeu, c'est de faire de nos quartiers des lieux d'expression, des lieux de création, des lieux de construction et des lieux de citoyenneté. Et de faire en sorte que l'image qu'on peut avoir des quartiers qui sont des endroits où on va juste dormir, des endroits où il y a des problèmes, etc., ce soit une idée qui soit derrière nous, parce qu'aujourd'hui, nous, on considère que les quartiers, c'est le socle du développement humain pour la société de demain.
Voilà, on va changer de sujet puisque vendredi, c'est-à-dire demain, 5 avril, la maison d'arrêt de Basse-Terre et le service pénitentiaire d'insertion, ce qu'on appelle le SPIP, organise une matinée d'information au Parc national de la Guadeloupe. Alors, je reçois donc ces deux personnalités avec Caroline. Alors, première question, revenez un petit peu sur le SPIP parce que bon, c'est un organisme qui est très important, mais dont on ignore un petit peu la fonction parce qu'elle passe, enfin c'est mon point de vue, elle n'est pas assez médiatisée. Donc, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est un service de l'administration pénitentiaire au sein du ministère de la Justice qui a donc vocation, dans le cadre d'une mission de prévention de la récidive, de mettre à exécution des peines, que ce soit pour des peines, ce qu'on appelle des peines privatives de liberté en détention ou restrictives de liberté en milieu ouvert, sursis probatoire, travail d'intérêt général. Voilà. Donc, du coup, je pense que ce qui est important, c'est cette journée nationale. Oui, justement, on va parler de cette journée nationale. Il semble-t-il, il y a beaucoup de métiers qu'offre le système pénitentiaire. Alors, quels sont ces métiers ? Alors, si vous le permettez, tout d'abord, je voudrais dire quelques mots en introduction, puisque c'est quand même le garde des Sceaux qui a introduit 2 journées nationales pour l'administration pénitentiaire. Oui. Donc, il y a tout d'abord le 22 septembre, qui est une journée de mémoire pour les personnels qui sont morts ou gravement blessés pendant l'exercice de leur mission. Oui. Et puis, il y a cette journée du 5 avril qui est réservée aux métiers pénitentiaires. Oui. Alors, pourquoi ? Parce que je pense qu'on ne parle pas suffisamment des métiers pénitentiaires, parce qu'on a toujours l'image du surveillant. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut le dire. Et pourtant, il existe beaucoup de spécialités dans notre administration, puisqu'on retrouve des surveillants moniteurs de sport, on retrouve des surveillants formateurs, on retrouve des surveillants dans les équipes régionales pour les interventions de sécurité, ce qu'on appelle les ERIS. On retrouve aussi des surveillants dans les établissements pénitentiaires qui sont chargés de la sécurité et qui sont formés et spécialisés dans certaines missions de sécurité. Donc il y a également des personnels administratifs, des personnels techniques avec plein de spécificités. Et je pense qu'il est important aussi que l'ensemble de la population guadeloupéenne sache ce que l'on représente en matière de métier pour nos jeunes qui soient peut-être intéressés à venir nous voir et en savoir un petit peu plus demain, puisqu'il y aura effectivement un ensemble de tables rondes et nous parlerons en détail de tous ces métiers. L'objectif, c'est de pouvoir aussi, au-delà bien sûr de la connaissance de l'administration pénitentiaire, comme dit mon collègue, à inciter un nombre maximum de personnes qui peuvent être intéressées pour découvrir tous ces métiers. Alors en SPIP, pour rebondir, les surveillants aussi font de la surveillance électronique. Oui. Donc ça, et il y a aussi donc les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Oui, on vient tout à l'heure. Alors, Caroline, merci d'avoir réuni ces gens, parce qu'en fait, Caroline devient une sorte de médiatrice officielle pour l'émission, puisque chaque fois, mais oui c'est vrai, chaque fois elle arrive à réunir des gens qu'on ne voit pas souvent dans les médias. Alors comment ça s'est passé ? C'est une belle aventure avec le milieu pénitentiaire. Pourquoi ? Parce qu'avec l'art de la paix, finalement, ce sont des gens très intéressés par la méthodologie que j'ai commencé à expliquer dans le livre, et donc qui s'applique plus que jamais à des personnes un peu en perdition, qui sont passées à l'acte et qui sont en capacité de réfléchir sur eux-mêmes. Alors là, pour le moment, on travaille avec le personnel du SPIP, peut-être bientôt quelques surveillants de prison, pour essayer d'intégrer la méthode de gestion des relations équilibrées, en fait, oui. De comprendre les limites de la relation. Apaiser même. Et apaiser, voilà. Oui. Donc, et puis petit à petit, c'est des besoins qui s'expriment, et puis j'ai à cœur, moi, de vraiment faire passer le message en Guadeloupe que le milieu carcéral, c'est un espace de reconstruction quand on sait s'emparer des outils qu'il propose. Parce qu'il y a des gens formidables qui sont là pour aider aux prises de conscience. Et si moi, j'avais pu, quand j'étais jeune à la fac de droit à l'époque, m'orienter vers ce système pénitentiaire que je connaissais pas du tout, j'aurais bien aimé faire une carrière dedans. Justement parce que je trouve qu'on a une proximité avec les gens, des personnes qui sont désœuvrées, et on peut travailler avec eux de manière formidable. Monsieur Viclin, je pose la question parce que vous savez, votre collègue qui est à Bémao a souvent des problèmes à l'intérieur. On dit que la prison n'est pas suffisamment bien équipée, n'est pas suffisamment, je n'ai pas dit modernisée parce qu'elle n'est pas vieille. Est-ce que la prison de Basse-Terre qui va se créer, qui est en voie de construction, va bénéficier un petit peu, entre guillemets, des erreurs qui ont peut-être faites sur Bémao ?
Alors, je vais principalement parler de la maison d'arrêt de Basse-Terre, qui est connue évidemment en Guadeloupe, puisque ce sont des conditions de détention qui sont difficiles aujourd'hui. C'était la plus vieille prison de France, je crois, cette prison de Basse-Terre. Je ne pourrais pas vous l'affirmer, mais c'est vrai qu'elle est très ancienne. Elle a été construite en 1830, dans les années 1830, à la suite d'un passage d'un cyclone qui a ravagé l'île. Voilà. Certes, les conditions actuelles de l'établissement sont difficiles. C'est la raison pour laquelle l'administration a souhaité investir dans un projet immobilier. Donc, il se trouve juste à côté de la maison d'arrêt de Basse-Terre. Donc, ce sera un établissement qui sera livré en 2 phases. Première phase qu'on va donc exploiter à partir du premier semestre 2025. Et ensuite, on va raser la partie existante pour construire la deuxième partie. Combien de places Voilà. Alors, en livraison définitive, on sera à 200 places, mais ce qui compte surtout, c'est qu'on va améliorer les conditions de détention des personnes détenues, parce que ce sera plus des dortoirs, ce sera des cellules individuelles. Donc les conditions de détention seront meilleures, mais également nous aurons des salles de formation supplémentaires, des ateliers pour faire venir les entreprises qui le souhaitent. Et j'ajoute aussi que les conditions de travail pour les personnels seront aussi améliorées. Donc ce sera un établissement moderne qui va bénéficier de la même infrastructure que les établissements qu'on construit aujourd'hui dans l'Hexagone. Oui. Ça veut dire que vous allez recruter du personnel supplémentaire aussi ? Exactement. Donc aujourd'hui, sur Basse-Terre, nous sommes 100 personnels. Oui. À terme, alors sans le chiffre. Alors, 100 personnels, tout personnel confondu, surveillants, encadrement, personnel technique et administratif. D'accord. À terme, en livraison définitive, on devrait atteindre les 160 personnels. Voilà. Donc une augmentation de 60 agents supplémentaires pour faire fonctionner cet établissement moderne. Alors, je reviens vers Madame Rambert. Comment ça fonctionne entre les prisons de la Guadeloupe et le SPIP ? Quel est le lien réel ? Donc du coup, ce sont des partenaires, les établissements pénitentiaires, des collègues. Dans chaque établissement pénitentiaire, nous avons des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui interviennent, assistants de service social, coordinateurs d'activité, qui sont des personnels du SPIP, et donc qui interviennent auprès des personnes détenues dans le cadre alors sur BMAO, j'ai une équipe qui est en résidence administrative sur place avec une cadre, et sur Basse-Terre, c'est ce qu'on appelle une antenne mixte, c'est-à-dire que j'ai une équipe qui intervient à la fois en milieu ouvert et en milieu fermé, mais avec précisément 3 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui interviennent plus spécifiquement sur la maison d'arrêt. Voilà. Donc c'est un travail de collaboration dans le cadre de la prise en charge, que ce soit la mission première en détention, c'est d'éviter les effets désocialisants de l'incarcération, donc c'est dès l'arrivée, la prise en charge de la personne détenue, et puis après il y a tout un travail effectué dans le cadre de son parcours au sein de l'établissement pénitentiaire, en lien avec l'ensemble des personnels, pour travailler aussi la préparation à la sortie, éventuellement l'aménagement de la peine, pour que la peine de prison puisse être exécutée en milieu ouvert. Alors il y a beaucoup de jeunes emprisonnés en ce moment. Il y a un certain nombre de jeunes, oui. Alors oui, c'est vrai. Oui, ça fait partie, au niveau du profil délinquentiel, les jeunes de moins de 30 ans font partie du pourcentage le plus élevé. Alors l'autre question, c'est quand ils en sortent, est-ce qu'ils sont réellement, ils peuvent retrouver, entre guillemets, une vie normale dans la société ? Ça fait partie des missions de notre service de pouvoir les accompagner, puisqu'on est mandaté dans ce cadre-là, à la fois donc pour le contrôle de l'exécution de la peine en milieu ouvert, mais aussi de l'aide à l'insertion. On s'associe, on ne le fait pas seul, c'est-à-dire qu'on s'associe avec un certain nombre de partenaires, que ce soit France Travail, que ce soit la mission locale, que ce soit des associations. On a un réseau associatif assez élevé pour pouvoir accompagner ce public. Oui. Caroline, comment tu interviens dans cet microsystème, j'ai envie de dire, dans cet écosystème en tant qu'avocate ? Parce que tu es une association. Nous, justement, on n'a pas de visibilité sur cette partie. Oui. Mais ce que je voulais que les Guadeloupéens comprennent, c'est que
quand les personnes sont incarcérées, ce personnel que ces deux directeurs dirigent deviennent les seuls interlocuteurs en milieu carcéral, en milieu fermé. Et donc ces personnes, ça devient un peu la vie courante, le quotidien. Et ils assument des responsabilités formidables et énormes en fait sur le terrain pour faire en sorte que ces personnes retrouvent une sérénité. Et voilà, ce sont des médiateurs institutionnels. C'est les garants du contrat social. C'est eux qui vont faire en sorte que quelqu'un qui a été détenu sorte de la colère pour finalement comprendre que s'intégrer au système et rentrer dans le système, c'est devenu une bonne idée. Et ça peut lui profiter d'abord à lui. Voilà, donc demain, c'est une formation très importante qui va être proposée aux Guadeloupéens parce qu'il y a des crises de l'emploi en Guadeloupe. La jeunesse ne sait pas toujours vers quoi s'orienter. On pense d'abord à l'armée, mais on ne pense pas à l'administration pénitentiaire. Et j'aurais voulu démystifier ces métiers qui sont vraiment magnifiques. L'administration pénitentiaire recrute. Oui. L'administration pénitentiaire, c'est une administration qui est un service public, qui est là à la fois par rapport à une problématique, pouvoir travailler par rapport à la problématique de la sécurité des citoyens, mais aussi par rapport à l'aide à l'insertion. Et je pense qu'on est sur ces deux volets, c'est quelque chose de très riche et qu'il est nécessaire que les personnes qui actuellement recherchent de l'emploi en aient connaissance. Oui. Alors, comment est faite la formation pour le personnel pénitentiaire? Nous avons une école. Il y a une école. L'École nationale de l'administration pénitentiaire. Oui. C'est aussi une richesse. Donc, qui est à Agen et qui forme l'ensemble des personnels, que ce soit les personnels de surveillance, les personnels de direction, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc, ça fait aussi la richesse de notre administration. Oui. Alors, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que la Guadeloupe est particulière par rapport à la Martinique où il y a un établissement pénitentiaire, ou si on en a deux? Non, il n'y a pas véritablement de différence. Un établissement pénitentiaire reste un établissement pénitentiaire. Oui. Donc avec ses spécificités, moi j'ai découvert la prison de Basse-Terre il y a maintenant 7 ans. Oui. Et je peux vous dire, je suis extrêmement satisfait des résultats que j'ai. Et de la collaboration de tous les personnels de la maison d'arrêt de Basse-Terre. Ce sont des gens qui sont vraiment investis dans leur métier. En tout cas, c'est ce que je peux retenir, moi, de l'expérience que j'ai dans la pénitentiaire. Alors, je pose la question, mais elle est peut-être naïve, mais quand quelqu'un est condamné dans quelle périphérie, est-ce qu'on l'envoie à Basse-Terre directement ou à Pointe-à-Pitre ou à Bémao? Comment ça se passe de manière générale, pratiquement? Il dépend d'une juridiction. Où il a été condamné? Oui. Donc il y a ceux qui sont sur Pointe-à-Pitre, qui dépendent plus particulièrement du CP de Bémao, et ceux qui sont... Et ceux des îles alors? Et de Saint-Martin qui sont incarcérés à Basse-Terre, Marie-Galante aussi, j'imagine. Oui. Marie-Galante, c'est Nanterre, c'est à Bémao. Les Saintes et Basse-Terre, j'imagine. Oui. Les Irades. Basse-Terre, les Irades, non. Bémao. Bémao aussi, d'accord. Alors on va venir un petit peu sur le programme quand même de la journée de vendredi. Vous êtes là aussi pour ça. Comment ça va se passer, M. Vicler? Écoutez, le démarrage de la journée, c'est 9h, donc au Parc national de la Guadeloupe, sur la commune de Saint-Claude. Oui. À l'occasion, je souhaitais remercier vivement la direction du Parc national qui a mis à disposition ses locaux pour nous recevoir demain matin. Et donc, demain matin, les publics guadeloupéens et guadeloupéennes vont rencontrer tous les personnels présents et qui vont représenter à la fois le métier de surveillant, de gradé, d'officier, de personnel administratif, personnel technique, personnel du SPIP. Donc un ensemble de personnels qui sont spécialisés aussi dans leurs fonctions, avec qui on souhaite qu'il y ait un échange, des questions qui soient posées avec les publics, qu'on puisse répondre à toutes aussi les inquiétudes. Parce que bon, quand on rentre dans l'administration pénitentiaire, est-ce qu'on peut rester en Guadeloupe ou pas? Est-ce qu'on doit partir, etc. Ça, c'est des questions qui sont vraiment cruciales. Oui. C'est vrai que, comme disait ma collègue, l'administration pénitentiaire, pour moi, c'est une belle administration qui recrute. Est-ce qu'elle paie bien? Écoutez, des réformes statutaires très intéressantes. Le travail qui a été fait ces dernières... Non, mais c'est important de le dire. Qui a été fait justement ces dernières années par notre garde des Sceaux pour faire évoluer le statut d'un certain nombre de personnels au sein de l'administration pénitentiaire et pour justement
attirer le Ce maximum de personnes. sera un sujet qu'on va aborder demain, parce qu'il faut savoir que la réforme qui a eu lieu récemment dans l'administration pénitentiaire a permis au personnel de surveillance de passer en catégorie B, or qu'auparavant ils étaient en catégorie C. Donc il y a une revalorisation des salaires, mais aussi une reconnaissance du métier. Et ça, c'est important. On recrute à partir de quel niveau Bac plus 1, plus 2 ou... Bac. Et je pense que ce qui est important de rajouter, c'est que lorsqu'on rentre à l'administration pénitentiaire, on peut évoluer. On rentre simple surveillant, on peut passer des concours internes. Et je pense que s'il y a vraiment une administration qui valorise ces personnels et qui leur permet d'évoluer, c'est bien l'administration pénitentiaire. C'est un métier qui est quand même dur, il faut le dire. Oui, c'est un métier qui est dur. Qui demande quand même... Je ne dis pas que c'est dur, je dirais que c'est difficile sur la longueur. Moi-même, j'ai commencé dans l'administration comme surveillant. Aujourd'hui, je suis directeur. Mais vous êtes un exemple, alors. C'est un bel exemple, moi, je trouve. Et je suis plutôt satisfait du chemin que j'ai parcouru. Mais c'est une administration qui a su se réformer pendant toutes ces années, qui s'est mise vraiment au goût du jour. Donc, franchement... moi, je suis plutôt fier du métier que j'exerce, et je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Si je posais la question à mes propres agents, je pense qu'ils diraient la même chose que moi. Je suis un autre exemple, puisque je suis assistante de service social à la base, et qu'aujourd'hui, je suis directrice du SPIP de Guadeloupe. D'accord. Voilà. Oui, il y a des interconnexions, visiblement. Alors, donc, rendez-vous demain, à partir de 9h30 et jusqu'à 13h. 9h jusqu'à 13h, c'est ça 9h, 13h. 9h, 13h. Au parc de Guadeloupe, à Saint-Claude. Ah, c'est à Saint-Claude. C'est à Saint-Claude. Ah, il faut le dire. Il y a eu une petite erreur sur la première invitation qui a été transmise, donc c'est bien important de préciser. Donc c'est à Saint-Claude. C'est à Saint-Claude, absolument. Bon, ben écoutez, juste un dernier mot. En vous écoutant tout à l'heure, en parlant de la maison d'arrêt de Bastère, on a l'impression que ce soit une maison 3 étoiles. C'est un établissement qui est vétuste, mais qui est bien entretenu. Oui. Et qui sera conforme, qui sera surtout conforme à ce qui est demandé aujourd'hui, notamment au niveau du droit européen. D'accord. Bon, ben écoutez, merci Caroline d'avoir réuni ces personnes. C'est pas la dernière fois, c'est déjà quoi, la deuxième émission comme ça? Deuxième, oui. Deuxième, donc jamais 203. C'est ça. Bien. On va sans toi. de justice restaurative la prochaine fois. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être venu et on donne donc rendez-vous au Parc National, mais à Saint-Claude, à partir de 9h, pour parler un petit peu des offres de métiers offertes par l'administration pénitentiaire avec les personnels qui seront là. Voilà. Il est exactement 13h24. Deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec notre prochaine invité, Sandy Kelly et Kevin Kofiak. À tout de suite. Voilà, il est déjà 13h30, c'est l'heure de la dernière partie du ZCL. On va recevoir une personne qu'on ne voit pas souvent, mais qui est de retour. Sandy Kelly, bonjour. Bonjour, ça va? Tout va bien? Tout va bien. Et elle n'est pas seule, elle est venue avec Kevin Confiac, oui, qui nous parlera de son art, de son métier, de sa passion. Oui, tu nous avais dit qu'il y Kevin, bonjour. Comment? Tu nous avais dit qu'il y Kevin. Voilà, c'est ça, et Kevin, et Vini. Bon, alors, on revient tout à l'heure vers vous. Juste un petit tour sur l'actualité. L'actualité, c'est la conférence de presse du Grand Prix cycliste qui a eu lieu hier soir au Palais... au conseil départemental, et Olivier Moradel était sur place puisque dimanche il va avoir cette course, le Grand Prix. L'année dernière c'était un petit peu chaud avec les cyclistes, on pense que cette année c'est plus calme, on écoute. Nous avons dû faire face à certaines difficultés l'année dernière lors du Grand Prix du conseil départemental où, comme je l'ai souvent dit, nous étions au mauvais endroit au mauvais moment puisque simplement les coureurs étaient en pleine revendication par rapport au comité régional de cyclisme. Nous avons subi cet état de fait-là. Nous avons aussi montré notre désaccord et notre préoccupation par rapport aux courses cyclistes. Et nous avons signifié ça donc au comité régional de cyclisme parce que les élus du département se sont réunis. Et d'un commun accord, nous avions pris la décision donc, de ne pas participer au tour et aussi de suspendre toutes nos collaborations avec le comité. Et nous sommes revenus après au mois de décembre à la table de négociation. Nous avons exigé un certain nombre de choses. Le comité a bien compris nos préoccupations et nous voilà de nouveau présents pour pouvoir les accompagner sur les compétitions cyclistes. On a fait une bonne séance de travail avec Guy Losbar et ses colissiers pour partir sur un nouveau format qui va s'étaler sur l'ensemble de la saison, ce dimanche 7 avril jusqu'au 20 octobre prochain, avec de belles compétitions,
des étapes de plaine, de montagne, accidentées, pour qu'on ait un beau vainqueur à Capesterre le 20 octobre prochain. Après, on a plusieurs classements pour ne pas dégoûter certains jeunes, parce que vous voyez le niveau avec des moyennes affolantes, 44, 45 de moyenne. Donc il y a des jeunes qui sont U19 qui ont un maillot qui leur seront dédiés, donc ils vont se battre pour ça. Et les U23, pareil, ils auront un maillot U23. Donc l'idée, c'est que tout le monde va trouver son compte pour cette édition. Cette course-là sera particulièrement dotée, puisque nous avons des prix et la grille de prix que nous avons présentée même dans la brochure, vous allez voir que c'est une grille de prix qui va au-delà des prix du Tour de la Guadeloupe. C'est vrai que, par exemple, le vainqueur final va percevoir plus de 1 600 € sur cette compétition-là, hors les gains qu'il va avoir sur chaque manche. Donc, pour nous, il est important de bien montrer que nous accompagnons les coureurs parce qu'ils sont eux aussi dans l'effort. Et il est important aussi pour nous, au niveau du conseil départemental, de faire en sorte que le cyclisme de Guadeloupéen, comme tous les sports au niveau de la Guadeloupe, se comporte bien et puisse attirer aussi nos jeunes dans des compétitions sportives et à faire du sport en général. Ce format de compétition va aider quand même à occuper le calendrier pendant l'ensemble de la saison, parce qu'à un moment, l'an dernier aussi, ce qui a généré aussi quelques conflits, les coureurs disent qu'il y a trop de courses, alors que les coureurs aussi doivent choisir leur compétition, ils ne sont pas obligés de participer à toutes les compétitions. C'est pour ça que nous avons fait des manches étalées, ils ont largement le temps de récupérer pour faire un beau Grand Prix du conseil départemental, un nouveau format. Voilà, c'est une dimension sur exactement qui va gagner. Alors, je reviens vers notre amie Sandy. Oui. Demandait de ses nouvelles, elle nous a dit que tout va bien, elle est brillante, elle brille, le bouteille est bien maquillée. On va voir son générique et on parle avec Kevin tout de suite. Alors Sandy, tu es venu avec un caviste. Un caviste, oui. Je te propose une chronique assez authentique. Oui. On va partir à la découverte d'un jeune caviste. Il va se présenter. Kevin Confiac. C'est bien ça, Kevin? Oui, c'est bien ça. Et de bouillante. De bouillante. Alors, qu'est-ce qu'un caviste? Un caviste, c'est quelqu'un qui détient une cave où il y a des spiritueux, du rhum, du vin, du whisky, un peu tout ce qui est alcool, on va dire. Et où on peut trouver son bonheur pour les fêtes, pour faire tout ce qu'on a à faire par rapport à nos événements, on va dire. Mais il faut accumuler des boissons dans une cave, c'est ça? C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Pas forcément cumuler, on va dire, mais c'est essentiellement... Il faut avoir une réserve quand même. Oui, il faut avoir une réserve, mais... Quand on va dans une cave plutôt que dans une grande surface, le caviste il sera plus à même à vous guider par rapport à ce que vous recherchez. C'est un peu ça la particularité d'être caviste, en plus d'être commercial, et en plus d'avoir de l'alcool dans une cave, on va dire. On trouve toutes sortes d'alcool? Toutes sortes d'alcool. Oui. Mais pour l'instant, de mon côté, il n'y a que du rhum et quelques bouteilles de vin. Je pose une question avant de donner la parole à... Quel est le rhum le plus apprécié par les Guadeloupéens aujourd'hui? Les goûts et les couleurs, c'est compliqué. Ah bon, c'est compliqué? C'est compliqué. Les Guadeloupéens adorent Biel. Oui. Ah ouais. Parce que le Biel, c'est une distillerie assez authentique. Il est plus chaud, il est plus fort. C'est exactement ça. Il y a plus il de fait plus que 50 degrés, lui. Hein. C'est exact. Voilà. En rhum vieux, ils produisent du rhum de 58, 56. Il y a pas mal d'arômes, c'est riche, très très riche. Le maître de chai fait énormément de travail sur les différentes bouteilles qui sortent de la distillerie. Donc les gens apprécient énormément le Biel. Le Biel, c'est margamentaire, le Biel. C'est ça. Ouais. D'accord. Justement, pour devenir caviste, est-ce qu'il faut une formation particulière? Quel est ton parcours pour en arriver jusqu'à là? Mon parcours, j'ai commencé en tant que consommateur. Carrément. J'ai commencé en tant que consommateur et par la suite, j'ai rencontré une directrice commerciale. Bon, je ne vais pas dire exactement la personne, mais j'ai rencontré une directrice commerciale qui travaillait dans tout ce qui était téléphonie. Et du coup, elle a été vers le rhum.
Et elle m'a dit que bon, elle quitte comme c'était elle ma référente. C'était déjà du miel quand tu buvais? Pas encore. Pas encore parce que le degré d'alcool était... Il est s'arrache. Ouais, voilà. Donc voilà, donc c'est parti de là. Et par la suite, elle est partie dans tout ce qui était spiritueux. Donc je me suis dit que bon, comme j'ai des amis qui consomment du rhum vieux, pourquoi pas acheter des bouteilles de temps en temps pour goûter et déguster autre chose. Et quand j'ai commencé à acheter, il s'avère que j'ai appris à aimer. Et par la suite j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à participer à des masterclass, j'ai adhéré au Club Rhum Guadeloupe et j'ai commencé à faire des formations. D'accord. Donc quand même, voilà, tu as eu une formation. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette formation qui a lieu en Guadeloupe, Oui, c'est en Guadeloupe, à l'ASFO. C'est une formation de 4 jours où on a des professionnels de Ségonzac qui viennent faire la formation pour nous en Guadeloupe, qui nous parlent de toutes sortes de spiritueux. C'est-à-dire, ils parlent de cognac, armagnac, whisky tourbé, et en dernier, on a vu le rhum. D'accord. Quelles sont, selon toi, les qualités nécessaires pour être un bon caviste? Il faut goûter tous les produits déjà. Il faut savoir goûter. Il faut savoir goûter. La connaissance, c'est une connaissance quand même. Oui, il faut travailler l'odorat, le palais, pour vraiment dissocier les arômes. Et puis un bon caviste, c'est sur le terrain, que ce soit peu importe le métier qu'on fait, c'est sur le terrain qu'on apprend davantage. Donc c'est en goûtant qu'on apprend et qu'on arrive à dissocier différents produits, différents arômes, et ce qui fait de nous qu'on devient un bon caviste, c'est avec l'expérience à la longue. Parce que les formations c'est bien, mais derrière il y a aussi la pratique. La formation nous apprend comment déguster, comment faire goûter au client, comment guider le client, comment mener une dégustation, mais on ne nous apprend pas à vendre réellement, quoi. Mais Kevin, les vins qui arrivent ici, ils arrivent déjà fermés en bouteille. Comment vous faites pour goûter alors? Tu es obligé d'ouvrir des bouteilles, c'est comme pour le rhum. Il y a des plantes sèches. On est obligé d'ouvrir les bouteilles? Il y a des distilleries qui jouent le jeu, qui te mettent une bouteille en gratuité, histoire de faire goûter aux gens. Ou sinon, il y a des masterclass lors de la sortie de chaque bouteille. Donc, ça te permet de te faire ton propre avis, accompagné de l'avis du maître de chai. Donc, ce qui fait que tu as déjà une idée du produit. Et après, c'est soit tu perds une bouteille pour faire goûter à tes clients, et derrière, tu veux pas que tu perds, entre guillemets, parce qu'effectivement, il faut mais c'est des pertes sèches, parce que si une bouteille coûte 50 € par exemple, et que derrière tu fais goûter à différents clients et qu'ils n'aiment pas, c'est pour ça que je dis perte sèche. C'est sûr, c'est sûr. L'idée c'est de faire découvrir, mais tout le monde ne va pas forcément adhérer à cette bouteille-là. Mais comment bien choisir son rhum, justement? Parce qu'on a tendance, lors des fêtes, certains événements, à se diriger plus vers les bulles. On ne va pas dire vers quelle boisson on se dirige le plus. Donc, on en discutait tout à l'heure. Que pourrais-tu dire par rapport à ça? En fait, donne-nous l'envie, justement, d'aller plus vers ce qu'on connaît, comme on disait tout à l'heure. Le rhum est un alcool assez fort, en degré. Donc, comparé aux bulles, où c'est déjà quelque chose de plus léger, plus raffiné, et les effets ressentis sont plus intenses sur le rhum que sur les bulles. Donc, c'est pour cela que les gens se dirigent plus vers les bulles que vers le rhum. Mais le rhum, on consomme plus de bulles que de rhum en Guadeloupe? Si. Ah bon? Oui. Ah oui. Et le whisky, par exemple? Un peu moins. Maintenant, c'est plus de vin et de champagne. Pas de vodka? Très peu. En cocktail. En cocktail? En cocktail, ça passe bien. Parce qu'après, la vodka, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de... C'est spécial, la vodka. Et les punchs, alors? Est-ce que les punchs font partie du travail du caviste? Oui. C'est une base de rhum. Oui. Donc, il goûte aussi pour vendre le produit. Oui, quand même, j'imagine. Mais à la fin d'une journée, le caviste, comment il peut marcher quand même? Il peut prendre la voiture? Non, mais ça, c'est le premier mois. Oui. C'est le premier mois. Tu goûtes, tu es curieux. Donc, tu goûtes à gauche, tu goûtes à droite. Et après, tu arrêtes de goûter. Moi, je ne goûte plus maintenant parce que les soirées étaient un peu tendues, quoi, on va dire. Bon, parlons quand même de cette acuité visionnaire de Kevin. J'aimerais qu'on visionne un petit peu la vidéo de sa boutique. Tu reviens de loin, Kevin? J'aimerais qu'on visionne, parce qu'il a une très belle boutique qui se situe à route de... L'école de Thomas à Bouillante. Je vous laisse découvrir ce lieu d'exception.
C'est dans un garage. Oui, les débuts ont commencé dans un garage parce que les locaux municipaux n'étaient pas disponibles. Donc du coup, j'ai dû m'organiser pour avoir un espace et créer ce que je voulais à l'intérieur. Je suis parti du mot cave et j'ai agrémenté autour. Dans une cave, il y a de la poussière, il y a des fils d'araignée et travailler autour du bois. Le bois, pourquoi? Parce que quand on fait vieillir du rhum, c'est dans un fût et le fût est fait de bois. Donc pourquoi pas, après avoir eu le produit fini, les assembler. Mais on peut compter combien de références à peu près de rhum au sein de ta boutique? Franchement, on me pose la question tout le temps. Je ne sais pas du tout. Ils viennent d'où tes rhums? Les rhums viennent de Guadeloupe, Martinique et du reste du monde. D'accord. Donc l'idée de la cave aussi, c'est de faire un voyage, faire le tour du monde en un seul lieu. Parce qu'on part Guadeloupe, Marie-Galante, Martinique, il y a Thaïlande, il y a Vietnam qui fait du rhum, il y a Seychelles. Parce que notre rhum est quand même bien coté. Bien coté par rapport au rhum du monde. Parce que je sais par exemple le rhum d'Haïti, les gens souvent quand ils sont allés en Haïti, ils reviennent avec le fameux rhum d'Haïti. Oui, notre rhum est très bien coté. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est bien d'avoir un outil de comparaison pour pouvoir démontrer qu'on est très bon, mais il y a des choses pas mal qui se font à côté. Et c'est aussi ça l'idée de pouvoir avoir la chance de comparer différents produits de différents pays. Parce que c'est aussi une culture qui est partagée à travers le rhum. Parce qu'on voit dans chaque bouteille, par exemple, Seychelles, c'est des notes florales qu'on va prendre. Et pourtant, c'est fait à base de canne à sucre. Donc, c'est un savoir différent qui est partagé. On a Afrique du Sud où c'est canne à sucre aussi. Tu parlais d'un certain rhum d'Afrique où il y avait des notes un petit peu... non, c'était pas fruité, tu m'en parlais, je crois. C'est ça. Ouais. C'est un rhum de 75,5 degrés d'alcool. 75 Quel rhum? C'est du rhum d'Afrique du Sud. Il fait 75. Mais c'est super bon. C'est de l'alcool à brûler, ça. Mais pour moi, c'est le rhum qui offre le meilleur voyage. 75 degrés? Oui. Quand mais même. Les arômes sont bien imprégnés dans l'alcool. Donc, ce qui fait que... Quand on prend un petit punch de ça, on est... Un punch? Non, il y a trop d'arômes pour prendre ça en punch. Ah bon? On le prend comment alors? C'est du sec. Carrément. Sauf qu'après, il faut préparer le palais, il faut... préparer le palais, c'est-à-dire? Parce que... 75 degrés. Préparer le palais. L'alcool a brûlé à 90, je rappelle. Mais 75 degrés, tu ne vas pas boire ça cul sec. Donc du coup, on va prendre quelque chose qui est moins fort au départ pour vraiment préparer le palais à ce qui va arriver par rapport à l'alcool. Et derrière, on va commencer par sentir... goûter au fur et à mesure, mettre sous les lèvres de façon à se familiariser avec le degré d'alcool et après on va commencer à goûter. Comme ça, les 75 degrés ne choquent pas le palais. Il est plus... préparer le palais. Exactement. Parce que effectivement, si on fait... on boit directement, ça choque le palais. Donc, ce qui fait que ça nous brûle, et là, on sent vraiment l'alcool à brûler. Mais si on prépare le palais, c'est une autre façon de boire le rhum, et c'est beaucoup plus gustatif, on va dire. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Mais tes clients principaux, quels sont-ils? Et d'où viennent-ils? Est-ce que les gens sortent de Bastéo, de Pointe-à-Pitre, pour venir à Thomas? J'ai eu Petit Canal. Ah ouais? Ah bon? J'ai pas mal de clients. Oui. Après, ça varie beaucoup. Les touristes viennent déjà? Les touristes passent de temps en temps et puis ils sont choqués en fait parce qu'ils ne s'attendent pas à avoir autant de références et surtout à Bouillante. Ouais. Il fait du terrain aussi, il me disait, donc tu peux faire tu fais plus ou moins des dégustations dans certains comités d'entreprise et autres. S'il y a des demandes, je peux aussi faire des dégustations dans des anniversaires. Comité d'entreprise, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en faire, mais surtout dans des anniversaires où les gens choisissent leurs produits et derrière je viens avec les produits, je présente les produits, les arômes, ce qu'on est censé ressentir pour que les gens puissent mieux déguster le produit afin de ne pas être choqués et vraiment se familiariser avec le produit, quoi. Oui, j'imagine. Il faut avoir une certaine connaissance aussi, parce que tu es forcément confronté à des connaisseurs aussi. Oui, mais on apprend, on n'a jamais fini d'apprendre, hein. Et c'est ça l'avantage. Il y a pas dans le rhum, il n'y a pas d'erreur. Donc il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on ressent. Et c'est comme ça qu'on apprend. Parce que si on pense qu'on connaît tout, malgré le fait d'être en face d'un connaisseur, notre connaissance s'arrête là, quoi.
on va dire. Je pose la question. Alors, tu es spécialiste du rhum, mais tu as même des vins. Tu as des vins de partout aussi, pareil, ou bien uniquement du Bordeaux, ou bien... Non, pour le vin, je me suis pas trop élargi par rapport au vin parce que j'estime que j'ai rien contre le vin, hein, mais la Guadeloupe ne produit pas encore de vin. Oui, donc j'ai préféré une cave. Il y a toutes sortes de spiritueux à l'intérieur, mais j'ai préféré commencer par le rhum parce qu'on est entouré de rhum, que ce soit la Jamaïque, la Barbade, Haïti, Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon fait du rhum maintenant. D'accord. Il y a énormément de pays qui font du rhum. Il y a Thaïlande aussi qui fait du rhum. Fidji, Thaïlande, il y a et quand c'est, par exemple, c'est la période de la route du rhum, est-ce que ça booste un petit peu la cave? Mais j'ai jamais eu l'occasion de... Ah, ça fait pas... Ça fait parce combien que de temps, là, ça fait 2 ans que la cave, elle existe. Ah, d'accord. Mais en physique, ça fait... fait... Exactement. En physique, ça fait 1 an. Parce qu'au départ, c'était via les réseaux sociaux, où on faisait de la communication, à travers des salons où on présentait la cave. Mais là, ça va faire 1 an, justement, samedi... Un bébé tout neuf. Voilà. Mais c'est ça. Mais justement, parlons de la cave, parce que Kevin ne s'est pas arrêté là, plus ou moins. Justement, parlons de la cave. On va visionner la vidéo, justement, de cette cave, dans la continuité de la cave de Kev, et il va nous en parler, justement. On vous avait promis une petite surprise. La voici. Découvrez la nouvelle extension de notre cave à rhum, un cadre exclusif fait rien que pour vous. De nouvelles bouteilles d'exception à découvrir dans un lieu d'exception. Une cave dans la cave. Rendez-vous à la cave du Kev. Danick, je tiens quand même à te dire qu'il a fait la peinture, le carrelage. Oui, et aussi et la déco. Les rayons, toute la déco. Toute la déco. Bravo, hein. Après, j'ai eu quelques artisans où il fallait solliciter, hein, parce que bon, on ne peut pas toujours tout faire. À un moment, on est fatigué. Donc, j'ai sollicité quelques artisans pour le carrelage de devant, mais le carrelage en façade derrière, j'ai... Alors, c'est où à Thomas? C'est au sommet, en haut? Non, c'est à 50 mètres du Trois Chemins, de la route de l'école de Thomas. Je connais, c'est à droite. C'est ça. En montant à droite. C'est ça. C'est quand on monte, c'est sur votre gauche. D'accord. Très bien. En tout cas, Kevin n'est pas venu les mains vides. Ah bon? Kevin m'a emmené un petit cadeau. Est-ce qu'on va découvrir ce que c'est, Kevin, en direct? Ça se passe comme ça, hein, dans les ZCL. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est? C'est de la vanille. De la vanille. Ah, d'accord. Voilà. Alors. Waouh! La cave du Kev. Et un petit pot de miel. Qu'est-ce que c'est? Un petit pot de miel. Ah, du miel, là, bon, c'est pas... Alors, avec la cave que... J'ai vu hier dans un magasin qu'on faisait une boisson... une quoi? Quelque chose avec le rhum. Comment on dit ça? Une espèce de moutarde au rhum, voilà. Ok. Ouais, j'ai vu ça hier. Maintenant, ils essaient de mélanger le rhum avec tout, hein, que ce soit en cuisine, que ce soit dans les alcools, dans les arômes, dans tout, quoi. Hein. Dans tout, ils font des paris. On peut manger du rhum maintenant. Mais on mange du rhum. Non, c'est une moutarde en base de rhum. Non, sérieux. Il y avait du rhum, il y avait autre chose, mais enfin c'est... En tout cas, ça donne envie de vraiment découvrir ta boutique. Donc, je vous recommande cette boutique à route de Thomas. Oui. À Bouillante. En tout cas, voilà, la cave de Kev et l'extension, la cave de la cave. À consommer avec modération, hein, quand même. Bien sûr, Surtout. En tout cas, merci beaucoup, Kevin, pour ta venue au sein de la chronique S2M, le plateau du ZCL News. Et merci à Sandy aussi.
Merci. Au revoir avec plaisir. Voilà, eh c'est pratiquement la fin du ZCL, il est 13h52. Au début du ZCL, on a reçu Olivier Nicolas, candidat aux élections européennes, mais surtout le premier secrétaire de la Fédération socialiste. Dimanche, ils vont ouvrir leur campagne. Ensuite, on a reçu Caroline Alix, qui est la chroniqueuse, avocate, criminologue du ZCL. Elle a amené avec elle Olivier Viclin et Nathalie Rambert. Tous les deux vont offrir une journée sur les métiers au niveau des prisons, de l'institution pénitentiaire. Ce sera demain à Saint-Claude. C'était assez intéressant de savoir qu'il y a des métiers qui s'ouvrent et surtout il y a une nouvelle prison qui va être créée à Basse-Terre. Et pratiquement une prison 3 étoiles, comme je disais. Sandy Kelly est venu avec Kevin Vin, et pour la cave de Kevin et la cave de la cave. Sinon, l'actualité, c'était le nouveau président de la CARL. C'est M. Loïc Tonton qu'on va recevoir bientôt ici. On a parlé de la convention pour l'habitat entre le département et la SIG. Et nous avons terminé avec la conférence de presse cycliste du Grand Prix cycliste du département qui aura lieu ce week-end. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, un dernier mot, vas-y. Le contact de Kevin, parce qu'elle a mis le donné. 0690 59 69 81. C'est noté. Si voilà, vous avez besoin de dégustation. Il convient à Thomas. On voilà, prend la petite route tout de suite et il a dit ça à droite en arrivant. Voilà. Merci à vous, à jeudi prochain. À jeudi prochain, on a plaisir de te revoir. Merci. Aussi belle et aussi précise. Et merci à Canal 10 pour cette invitation. Oui. Ah, mais c'est d'abord elle. Mais merci à Sandy, merci à Sandy de m'avoir invité. Des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on découvre avec plaisir. Il y a quand même de vrais talents, je dirais, en Guadeloupe, de jeunes entrepreneurs. Et en plus, un jeune qui fait voilà. ça. Donc, avec plaisir. Kevin. Merci à toi pour ta venue. Il n'y a pas de problème d'être venu. C'est Kevin, t'es obligé de venir. Il faut t'éviter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, rendez-vous à partir de 12h30 pour la nouvelle séquence du ZCL News. On vous remercie. Et un jeudi prochain. Qui c'est qui jouera là jeudi? Surprise, comme tu dis. Bon, ok. C'est noté. Et la réalisation a été assurée aujourd'hui par Yann. Voilà, demain à la même heure.